est-ce que la franc-maçonnerie favorise vraiment le développement économique en Afrique? Non, je ne pense pas. Notre réponse est négative, car tous les Africains soucieux de leur liberté et d'unité disent haut et fort, à travers le rejet de la France-Afrique, que la franc-maçonnerie est devenue un frein au développement en Afrique. Les obédiences maçonniques françaises soutiennent et encouragent la mauvaise gouvernance et la discrimination devenue le système politique favorable à la domination et à l'exploitation des ressources naturelles. Ces bâtisseurs des cathédrales d'antan, des penseurs stoïciens, comme le dit Mélenchon, violent impunément le droit de chaque peuple de disposer librement de sa richesse et de ses ressources naturelles. Donc, ces hommes de lumière négligent dans leurs ténèbres aujourd'hui que ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. Donc, en aucun cas, un peuple ne peut être privé de ses ressources naturelles, de sa richesse. Or, aujourd'hui, ces peuples qui sont privés de leurs ressources naturelles, qui sont spoliés, qui croupissent dans la misère noire. Donc la franc-maçonnerie, qui aurait pu rassembler des hommes et des femmes animés par l'idée de progrès social et de promotion de l'individu, au nom de la vérité et de la raison. Aujourd'hui, en Afrique, la franc-maçonnerie luciférienne poursuit des buts éminemment politiques et économiques pour les membres qui en sont les dignitaires. Vous avez écrit, vous avez dit que vous vous étiez rendu compte que vous serviez Lucifer. Oui, mais bien entendu. Bien entendu. La franc-maçonnerie est luciférienne. Alors, il faut s'accorder sur ce que veut dire le terme luciférien. Il n'y a pas de messe noire en franc-maçonnerie, on n'égorge pas des enfants, il n'y a pas de rituel satanique avec des orgies. Pas que vous sachiez en tout cas. En tout cas, voilà. Effectivement, vous faites bien de préciser ce point. Je suis un témoin. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un spécialiste des sciences et religions, je suis simplement un témoin. Quelqu'un qui a été touché par la grâce de l'Esprit Saint et qui est revenu à la foi après avoir été franc-maçon. Je ne suis rien d'autre que ça. Donc je ne fais que témoigner de ce que je connais, de ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu donc de messe noire. Il y a par contre des auteurs qui n'hésitent pas, comme un auteur espagnol qui est une référence en la matière, qui s'appelle Ricardo de la Sierva, qui explique que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, loin de là, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Et ça c'est une réalité, cet auteur est reconnu. Le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis, Crowley, était franc-maçon. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. J'ai lu également qu'Albert Pike était sataniste. C'est quand même lui qui dit que la religion maçonnique, vous voyez que c'est pas moi qui utilise le terme, la religion maçonnique est la religion luciférienne par excellence. Il dit même plus, il dit que Adonai et Lucifer sont Dieu. Et malheureusement, Adonai est Dieu également. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon. Vous êtes juif, vous, monsieur Bourdin? Non. Bon, eh ben, vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, monsieur Bourdin? C'est pas une... Eh bien, la maçonnerie est pour certains pour vous une philosophie. C'est une religion, une sorte de religion familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Je n'invente pas.
lorsque je dis que la maçonnerie a un aspect luciférien. Mais cet aspect est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui, comme je le disais, arrive très progressivement. Ou du moins, qui n'est découvert que progressivement, à condition qu'on veuille bien chercher. Par exemple, le mot qui est utilisé, il y a un mot de passe et un mot sacré au grade de maître. Ces deux mots sont Tubal-Caïn et Morabon. Tubal-Caïn, le mot du maître. Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. C'est le mot qu'on vous donne à l'oreille lorsqu'on vous relève de la mort figurée que vous venez de jouer, c'est une sorte de psychodrame, lors de l'assassinat d'Hiram, le modèle des francs-maçons. Donc vous devenez vous-même un nouvel Hiram. On n'est pas dans la résurrection, là, on est dans une sorte de réincarnation. Et on vous dit ce mot à l'oreille, Tubal-Caïn. Vous êtes donc, par filiation spirituelle, un descendant de Caïn. Et vous l'êtes d'autant plus que le deuxième mot est Moabon. Moabon en hébreu, en tout cas par son étymologie, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est en tout cas ce qui est dit par la franc-maçonnerie elle-même, signifie fils du père. Donc on vous donne deux mots qui permettent de se reconnaître entre maîtres, ou de faire valoir votre qualité de maître auprès des autres, Tubal-Caïn, Moabon. Vous êtes donc le fils spirituel du père Tubal-Caïn, lui-même descendant de Caïn. Vous êtes donc un descendant direct sur le plan spirituel de Caïn. Je pense qu'il y a de meilleures références. Alors, on pourra toujours dire que c'est mon interprétation personnelle, qu'elle est erronée. Mais un certain Jean-Baptiste Villermoz, qui a été le créateur du rite écossais rectifié, il y a de nombreux rites, on y viendra peut-être. Ce rite est un rite très important en franc-maçonnerie, il est très connu par les francs-maçons. Bien, Jean-Baptiste Villermoz a supprimé du grade de maître le mot de Tubal-Caïn au motif que c'est un mot satanique. Donc, ça n'est pas Serge Abad Gallardo qui le dit, c'est Jean-Baptiste Villermoz, créateur au XIXe siècle du rite écossais rectifié. Donc, beaucoup de francs-maçons, parmi ceux qui sont les plus haut gradés, savent très bien ce qu'il en est. Et ce sont tous les autres, la masse des francs-maçons, qui l'ignorent. Et on leur fait la même réponse que celle qu'on m'a faite. Lorsque j'ai entendu Tubal-Caïn, j'ai été voir celui qui était mon parrain, qui à l'époque était officier de la loge, en lui posant la question de la signification de Tubal-Caïn. Et il m'a répondu, ne t'inquiète pas, ça n'est rien, c'est Tubal-Caïn était un forgeron. Il ne m'a rien dit sur la lignée caïnite. C'est là où est le danger en franc-maçonnerie. Tout ce qui n'est pas écrit est important en franc-maçonnerie. Sur cet équerre, emblème de la conscience, de la rectitude et du droit, sur ce livre de la Constitution qui sera désormais ma loi, je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre, pouvant intéresser l'ordre, à moins que j'en ai reçu l'autorisation. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, génial. C'est génie. Flashback. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bonjour et bonsoir. Alors le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la franc-maçonnerie. On se pose la question, est-ce que les Africains ont-ils raison vraiment d'en vouloir aux obédiences maçonniques, lucifériennes, qui constituent les mains noires de la France-Afrique? Alors, pour nous, il faudrait d'abord qu'on définisse qu'est-ce qu'on entend par le terme franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélectifs qui recrutent leurs membres par cooptation et pratiquent des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et à l'art d'ailleurs de bâtir, comme on dit. Donc, elle prodigue également un enseignement progressif à l'aide des symboles et des rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité.
tout en laissant à chacun le soin d'interpréter ses textes. Sa vocation se veut bien que ces pratiques et ces modes d'organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques. Donc, la franc-maçonnerie, comme vous allez le voir, s'est structurée au fil des siècles autour d'un grand nombre de rites et de traditions, ce qui a entraîné la création d'une multitude d'obédiences qui ne se reconnaissent pas toutes entre elles. Donc la franc-maçonnerie a toujours fait l'objet de nombreuses critiques et dénonciations aux motifs très variables selon les époques et les pays. Il y a même une discipline qui étudie et qui porte d'ailleurs sur la franc-maçonnerie. Donc cette discipline d'étude et de réflexion s'appelle la maconologie. Alors comme nous savons très bien, parfois on peut dire la maçonnologie comme la maconologie. Bon, généralement on admet la maçonnologie. Donc il y a 11 ans, exactement, les organisations de la société civile et de la diaspora africaine, réunies à Genève le 16 mars 2011, dans le cadre de la 16e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, avaient analysé sans complaisance la situation des droits de l'homme après le cinquantenaire des indépendances africaines, sur la thématique de la gouvernance, les processus électoraux et la transition. Mon intervention portait à cette réflexion sur l'instrumentalisation de la franc-maçonnerie comme un viol des droits de l'homme et de l'exercice du droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, cette réflexion a été publiée dans notre site www.frtdh.org. Je vous laisse écouter un extrait de cet audio lu par Ingrid Fora dans le cadre de l'émission mensuelle du Forum, le mot du président du réseau Forum. Chers auditeurs, ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Flora. Dans le cadre de la 16e session du Conseil des droits de l'homme, les organisations de la société civile africaine et de la diaspora ont analysé sans complaisance la situation des droits de l'homme après le cinquantenaire des indépendances des pays africains sur la thématique de la gouvernance, les processus électoraux et la transition. L'intervention de Maître Maurice Massingo-Thiassé a porté sur l'instrumentalisation de la franc-maçonnerie comme un viol des droits de l'homme et de l'exercice du droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes. Voici quelques extraits de ce texte que je vous recommande de lire sur le site www.frtdh.org. Les Africains considèrent avec méfiance les francs-maçons, féticheurs, charlatans, vaudous, marabouts, nzumbi, ikisi et toute la sorcellerie africaine et indienne, devenus des ennemis de leur nation. Ils sont des violateurs des libertés des droits fondamentaux. Ces dictateurs à la tête des loges en Afrique ont réussi à piéger la maçonnerie. Les partis uniques au pouvoir ayant échoué et perdu leur crédibilité, la franc-maçonnerie est devenue le tremplin pour la conquête et la confiscation du pouvoir. Dans les loges africaines, on vénère les tyrans, devenus grands maîtres, et ces derniers rallient certains chefs traditionnels et notables à coups de millions de francs CFA. Certains corps d'état civils ou militaires deviennent en majorité maçons pour prouver leur fidélité au président grand maître. En réalité, ce n'est pas par fidélité, mais par peur, et ainsi préserver la vie, les acquis matériels et financiers. On comprend mieux dans ce climat le besoin pressant pour certains cadres et intellectuels de s'aliéner dans cette adhésion contre nature de leurs us et coutumes. Par conséquent, la franc-maçonnerie est défigurée et méconnaissable en Afrique et se transforme en véritable instrument de confiscation du pouvoir politique. Elle devient l'appareil idéologique d'État. La franc-maçonnerie occupe tous les leviers de l'administration. C'est aussi le bras armé de la rédaction et des révisions constitutionnelles,
dans l'espace géographique de certains États africains. C'est elle enfin qui propose la présidence à vie et la gouvernance dynastique. Aujourd'hui, les francs-maçons en Afrique sont à l'origine des manipulations constitutionnelles et du règlement de la succession présidentielle et des gouvernements de transition. Le droit du peuple à disposer de lui-même et le droit de choisir son dirigeant sont bafoués et ignorés par les réseaux maçonniques qui organisent savamment des élections validées par des observateurs, approuvées par des obédiences. La franc-maçonnerie doit aider au développement, à la construction et non au pillage et à la destruction de l'Afrique. Les francs-maçons savent que la pauvreté n'est pas associée à la jouissance des droits de l'homme. La pauvreté est néfaste à la protection des droits de l'homme et constitue un déni des droits de l'homme et la négation du développement. L'extrême pauvreté en Afrique au milieu de la prospérité des hommes politiques est moralement inacceptable, politiquement non viable, économiquement stérile et démocratiquement insoutenable. La pauvreté constitue ainsi une violation des droits de l'homme parce qu'elle empêche à une personne ou à un peuple le droit de vivre dignement et de jouir librement des fruits du progrès social. La démocratie en Afrique ne peut s'épanouir que lorsque les droits de l'homme et le développement sont respectés. Les défenseurs des droits de l'homme devraient se préoccuper des discriminations que créent les francs-maçons africains qui s'arrogent tous les droits, réduisent les autres aux citoyens de seconde zone et pratiquant la désinformation qui encourage la médiocrité des citoyens. Extrait de ce texte que je vous recommande de lire sur le site www.frtdh.org. N'oubliez pas www.frtdh.org. Merci. Donc, après avoir suivi cet extrait de cette émission, donc 11 ans après, notre cri d'alarme sur l'instrumentalisation de la franc-maçonnerie, rien n'a changé. Au contraire, les violations des constitutions et le maintien des dictateurs pour leur énième mandat n'a pas du tout arrangé les choses. Et l'extrême pauvreté en Afrique, au milieu de la prospérité des hommes politiques, s'est également accrue, ce qui est d'ailleurs moralement inacceptable et politiquement non viable et économiquement stérile et démocratiquement insoutenable. Et pourtant, la pauvreté constitue une violation des droits de l'homme parce qu'elle empêche à une personne ou à un peuple le droit de vivre dignement, de jouir librement des fruits du progrès social. Les francs-maçons africains, dans les obédiences lucifériennes, s'arrangent tous les droits, réduisant aux autres, aux citoyens de seconde, les réduisant donc en citoyens de seconde zone et pratiquant la désinformation qui encourage la médiocrité des citoyens. Donc, la démocratie en Afrique ne peut s'épanouir que lorsque les droits de l'homme et le développement seront respectés. Les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes très préoccupés compte tenu des pratiques discriminatoires que créent justement les prétendus bâtisseurs des temples et qui sont aujourd'hui les nouveaux charlatans des Lumières. Donc le constat est plus que catastrophique. Les obédiences maçonniques qui sont à la manœuvre en Afrique n'ont pas redoré leur blason depuis notre première indignation, donc comme je l'ai dit plus haut, donc en 2011. Leurs vénérables grands maîtres ont accentué la mauvaise gouvernance et leur soutien aux dictateurs criminels d'Afrique. Ils ne se sont pas éloignés de ces régimes spolieurs et autoritaires. Là, je m'adresse justement à leurs parrains occidentaux, notamment français, puisque nous parlons de la France-Afrique. Au contraire, tous les jours, la collusion politique maçonnique est devenue de plus en plus importante et mafieuse. La décapitation de la pieuvre maçonnique est devenue impossible. Le nombre de ces tentacules en activité en Afrique ne fait que gagner toutes les couches, comme le constatent d'ailleurs de nombreux observateurs. Aucun pays africain n'est épargné. C'est devenu un réseau des spolieurs, escrocs dominant la majorité qui est dans leur obscurité. Au lieu que ce soit
dans la lumière. Mais en réalité, que sont-ils, ces frères et sœurs prétendus de lumière? Vous les connaissez, puisque les Africains les côtoient. Ils ont des gros véhicules, ils ont, comme on dit, des grosses bagnoles, ils ont des maisons luxueuses, des villas qui peuvent coûter pratiquement le prix de 2 établissements scolaires en bâtiment. Alors, donc les Africains considèrent avec méfiance les francs-maçons, féticheurs, charlatans, vaudous, marabouts, zombies, inkissi, les gris-gris et toute la sorcellerie africaine et indienne, devenus donc les ennemis de leur nation. Donc, ces francs-maçons, il faut le dire, sont des violateurs des libertés et des droits fondamentaux. Ces dictateurs à la tête des loges en Afrique ont réussi donc à piéger la maçonnerie. Comme je vous montre cette photo parue dans un journal français où on met la photo de Sassou Nguesso. Alors, parce que c'est le plus grand, c'est le maître, aujourd'hui il est appelé empereur. C'est lui qui a donné le déclic justement de la violation du principe de non-changement de la Constitution, non-révision de la Constitution pour s'octroyer un nouveau mandat. Donc les partis uniques au pouvoir, ayant échoué et perdu leur crédibilité, la franc-maçonnerie est devenue le tremplin pour la conquête et la confiscation du pouvoir. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, qui n'en soit ainsi de frère. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, je m'acquitterai le devoir de grand maître de la grande loge du Congo. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Dans les loges africaines, on vénère donc ces tyrans devenus des grands maîtres, et ces derniers rallient certains chefs traditionnels et notables à coups de millions de francs CFA. Certains corps d'État, civils ou militaires, deviennent en majorité maçons pour prouver leur fidélité au président grand maître. Alors, en réalité, ce n'est pas par fidélité, mais par peur, et ainsi, pour préserver la vie, leur vie, donc les acquis matériels et financiers qu'ils ont pu avoir par le vol, par la spoliation, par la corruption. Donc, on comprend mieux, dans ce climat, le besoin pressant pour certains cadres et intellectuels de s'aligner dans cette adhésion contre nature de leurs us et coutumes. Alors, par conséquent, la franc-maçonnerie est d'ailleurs défigurée et méconnaissable en Afrique et se transforme en véritable instrument de confiscation du pouvoir politique. Elle devient l'appareil idéologique de l'État. Donc la franc-maçonnerie occupe tous les leviers de l'administration. C'est elle, enfin, qui propose aussi, si vous voulez, cette gouvernance dynastique. On vient de voir, il y a quelques jours, au Congo, notamment il y a une semaine, la franc-maçonnerie en Afrique donc, est une mascarade du développement économique. Si la franc-maçonnerie est bien née en Écosse au XVIIe siècle, elle a pris son envol au XVIIIe siècle, et en se diffusant partout dans le monde, bon, c'est que le réseau de relations de sociabilité, en fait, est très très sélectif.
Le recrutement des membres se fait par cooptation et une pratique rituelle ésotérique pour les non-profanes. Donc la franc-maçonnerie se serait implantée en Afrique dans les années 1740-1780. Donc au moment où il y a eu la présence des premiers Européens. Donc les deux premières loges du continent, les deux premières loges donc, du continent sont des loges qui ont été installées en 1772 au Cap par la grande loge de 7 provinces, obédience donc néerlandaise, donc des Pays-Bas, et la loge Saint-Jacques, des vrais amis rassemblés fondés à Saint-Louis du Sénégal en 1781 par la première grande loge de France. Donc ces loges et celles qui ont suivi sont composées quasi exclusivement d'Européens, donc comme je l'ai dit, principalement donc des Français, des Britanniques, des Hollandais, et puis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les loges s'implantent principalement dans les ports, les centres commerciaux importants et dans les capitales coloniales. Leur nombre était tout à fait faible. Donc, à l'exception donc du Libéria et de l'Égypte, qui ont des grandes loges nationales, la franc-maçonnerie en Afrique n'est pas vraiment africaine en général, jusqu'à la décolonisation. Durant la période coloniale, jusqu'en 1940, la discrimination raciale reste la règle générale. Peu de loges d'Afrique continentale reçoivent en leur sein des populations autochtones. Cette ségrégation a eu des effets divers lors de la décolonisation, qui engendre également la mise en place des régimes dictatoriaux, qui prennent souvent les mesures antimaçonniques, appuyées par des courants religieux. Après le départ des Blancs principalement européens, certaines loges maçonniques disparaissent et celles qui se reconstituent avec des membres noirs africains ne s'ouvrent aux Blancs que très progressivement. La franc-maçonnerie africaine reste donc marquée par la colonisation européenne et reste héritière de l'action des obédiences occidentales, qui s'est poursuivie parfois après la décolonisation. Donc en Afrique francophone, la franc-maçonnerie date des années donc 1900 au sein donc des deux loges au Congo-Brazzaville et au Gabon. Elle n'est donc pas un phénomène nouveau en Afrique. Avec donc les indépendances des pays de l'Empire français, les grandes loges françaises comme le Grand Orient, on appelle le Géo, et la grande loge le GEL, se sont installées dans toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, ces loges africaines sont des relais des loges françaises. À leur tête, on trouve des chefs d'État de l'Ouest et du Centre, de très hauts fonctionnaires, des ministres et des hommes d'affaires y appartenir à un haut niveau. C'est même le gage d'une carrière ministérielle ou d'homme d'affaires, car en tant que réseau, elle favorise d'abord ses membres. On y trouve donc une hiérarchie, des grades et des grands maîtres, en passant par le maître, des surveillants principaux et des simples dignitaires. L'accès à la franc-maçonnerie en Afrique est le moyen d'accéder aux biens, symboliquement, notamment les biens matériels et la fortune. Cependant, une question demeure. Est-ce que la franc-maçonnerie favorise vraiment le développement économique en Afrique? Non, je ne pense pas. Notre réponse est négative, car tous les Africains, soucieux de leur liberté et d'unité, disent haut et fort, à travers le rejet de la France-Afrique, que la franc-maçonnerie est devenue un frein au développement en Afrique. Les obédiences maçonniques françaises soutiennent et encouragent la mauvaise gouvernance et la discrimination devenue le système politique favorable à la domination et à l'exploitation des ressources naturelles. Ces bâtisseurs des cathédrales d'antan, des penseurs stoïciens, comme le dit Mélenchon,
viole impunément le droit de chaque peuple de disposer librement de sa richesse et de ses ressources naturelles. Donc, ces hommes de lumière négligent dans leurs ténèbres aujourd'hui que ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. Donc, en aucun cas, un peuple ne peut être privé de ses ressources naturelles, de sa richesse. Or, aujourd'hui, ces peuples qui sont privés de leurs ressources naturelles, qui sont spoliés, qui croupissent dans la misère noire, exigent la transparence et une meilleure répartition de leurs richesses, tout en exigeant le droit à la légitime récupération de leurs biens, ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Donc la franc-maçonnerie, qui aurait pu rassembler des hommes et des femmes animés par l'idée de progrès social et de promotion de l'individu, au nom de la vérité et de la raison. Aujourd'hui, en Afrique, la franc-maçonnerie luciférienne poursuit des buts éminemment politiques et économiques pour les membres qui en sont les dignitaires. On s'aperçoit qu'en plus du fait clanico-tribal, qui est un frein à la promotion des compétences diverses, le réseau de la franc-maçonnerie est devenu un moyen de se valoriser personnellement. Donc, la franc-maçonnerie africaine suit les logiques ou les modes opératoires des obédiences françaises, comme d'ailleurs le démontre Bernard Méry Goulardeau, qui a publié un ouvrage important que je vous montre, Justice, franc-maçonnerie, corruption, publié aux éditions Sport en 1998. Alors, cet avocat au barreau de Paris, Bernard Méry, depuis plus de 40 ans, il est avocat. Il, par son ouvrage, il offre là, il offre le voile derrière lequel se cache une justice aux multiples aspects, entre initiés, les gens de robe qui se targuent d'égalité, d'indépendance, d'impartialité, d'honorabilité, de respect et d'honneur, mais qui, pour un petit nombre, en viennent à oublier qu'ils ne sont que des hommes avec leurs petits défauts, petites vantardises, petites connaissances, grosses erreurs, hommes et femmes qui haïssent, adorent, se passionnent, ou s'ennuient, s'endorment, ou s'invectivent. En tout cas, ce livre de Bernard Méry, docteur en droit, dans son style enlevé, parfois enjoué, souvent avec humour, mais toujours avec gravité, comme je le fais d'ailleurs également dans mes récits, raconte quelques morceaux pratiques d'une histoire judiciaire vraie, donc vécue, qui a pollué, par une corruption latente ou active, destructive d'énergie et de richesse nationale. Il relaie donc d'une force à peine dissimulée par les non-dits de l'autocensure, mais très présente, celle de la franc-maçonnerie. Donc, Bernard Méry dit, en plus, il vient la tentation à laquelle certains finissent par céder. L'âme forgée dans les reins s'amollit, à force d'envie et d'ennui. L'être faible recherche un maître, une reconnaissance qu'il trouve parfois dans l'ombre, dans l'occulte, pour satisfaire une ambition trop longtemps effrénée. Donc, dans les deux livres parus à la suite de cette critique, il a été mentionné l'influence donc de la franc-maçonnerie sur la magistrature française. Il a dénoncé aussi des cas
de collusion, de la corruption en son sein, peu après leur parution. Il a été radié de l'ordre des avocats français. Et puis il a été réadmis à la suite d'une action au tribunal. L'ordre des avocats sera lui-même d'ailleurs condamné en 2007 à lui verser des réparations. Christian Cotten a dénoncé une persécution administrative maçonnique contre Bernard Méry dans son ouvrage donc Mafia ou démocratie. Donc maître Bernard Méry est dessous de l'affaire. Vraiment, j'ai été très attiré par cet ouvrage que je recommande à ceux qui l'ont jamais lu, pour montrer tout simplement qu'il y a aussi des gens qui se battent pour que le secret justement de la franc-maçonnerie, les collusions de la franc-maçonnerie, ce qu'ils font, les copinages, et c'est ça d'ailleurs qui a fait que l'affaire du meurtre par empoisonnement de Guy Brice Parfait et Colilla s'est passée sous silence, parce que ça soit la Lustrature, que ce soit... Et d'ailleurs, je vais évoquer le nombre de dirigeants français qui sont en copinage, sinon qui sont adeptes des loges maçonniques. Je vais aussi vous parler d'un témoignage, celui de Serge Abad Gallardo, que j'ai présenté en introduction au début. C'est un ancien haut fonctionnaire territorial, architecte de profession, marié, 2 enfants. Il a été initié en franc-maçonnerie à 34 ans, au sein donc de l'obédience maçonnique, mixte droit humain. Je me suis procuré donc son premier ouvrage, que j'ai prêté à quelqu'un. Il a donc démissionné en 2013, après avoir eu la foi et le chemin de l'Église catholique. Alors, auteur donc de plusieurs ouvrages sur la franc-maçonnerie, Serge Abad Gallardo est également conférencier bénévole dans une aumônerie catholique au service des soins palliatifs. Les francs-maçons ont toujours suscité la controverse. L'Église catholique n'a jamais caché son hostilité. Beaucoup d'ailleurs de croyants ne savent pas réellement pourquoi et entendent quantité de discours contradictoires à ce sujet. Mais Serge Abad Gallardo a passé plus de 20 ans au sein des loges du droit humain, ordre maçonnique, mixte et international, où il a occupé diverses fonctions d'officier, notamment celle de vénérable maître, et fait partie des hauts grades. Revenu à la foi chrétienne en 2012 seulement, il renonce définitivement à la fréquentation des loges. À ses risques et périls, il témoigne alors de sa foi et révèle au grand jour les véritables pratiques d'une organisation qui cultive méthodiquement le secret. Alors pour comprendre que la franc-maçonnerie recouvre exactement, il expose à partir de documents authentiques les pratiques ésotériques, alchimiques et magiques, mais aussi politiques, dont il a été témoin, et complète ses explications à la lumière de la Bible et des enseignements de l'Église. En fermant ce livre, chacun pourra d'ailleurs comprendre pourquoi nombreux sont ceux qui sont séduits, et surtout, nul ne pourra plus prétendre ignorer les méthodes et les intentions véritables de la franc-maçonnerie. En tout cas, Serge Abad Gallardo s'est bien illustré il y a 1 an avec la sortie de son... il y a plutôt 3 ans, la sortie de son livre « Je servais Lucifer sans le savoir ». Et avec l'entretien documentaire exclusif qu'il avait réservé à Réinformation TV en septembre 2017. Donc voici les passages que je vous montre justement pour que vous soyez édifiés des explications qu'il donne lui-même. Vous avez écrit ou vous avez dit que vous vous étiez rendu compte que vous serviez Lucifer. Oui, mais bien entendu. Bien entendu.
la franc-maçonnerie est luciférienne. Alors, il faut s'accorder sur ce que veut dire le terme luciférien. Il n'y a pas de messe noire en franc-maçonnerie, on n'égorge pas des enfants, il n'y a pas de rituel satanique avec des orgies. Que vous sachiez en tout cas. En tout cas, voilà. Effectivement, vous faites bien de préciser ce point. Je suis un témoin. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un spécialiste des sciences et religions, je suis simplement un témoin. Quelqu'un qui a été touché par la grâce de l'Esprit Saint et qui est revenu à la foi après avoir été franc-maçon. Je ne suis rien d'autre que ça. Donc je ne fais que témoigner de ce que je connais, de ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu donc de messe noire. Il y a par contre des auteurs qui n'hésitent pas, comme un auteur espagnol qui est une référence en la matière, qui s'appelle Ricardo de la Sierva, qui explique que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, loin de là, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Et ça c'est une réalité, cet auteur est reconnu. Le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis, Crowley, était franc-maçon. J'ai lu également qu'Albert Pike était sataniste. C'est quand même lui qui dit que la religion maçonnique, vous voyez que c'est pas moi qui utilise le terme, la religion maçonnique est la religion luciférienne par excellence. Il dit même plus, il dit que Adonai et Lucifer sont Dieu. Et malheureusement, Adonai est Dieu également. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Donc, je n'invente pas lorsque je dis que la maçonnerie a un aspect luciférien. Mais cet aspect est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui, comme je le disais, arrive très progressivement. Ou du moins, qu'il n'est découvert que progressivement, à condition qu'on veuille bien chercher. Et ce sont tous ces éléments qui vont permettre à la loge de décider si on prend en considération votre candidature. Et une fois que cette candidature est prise en considération, il y a ce qu'on appelle un passage sous le bandeau, c'est-à-dire qu'on est interrogé les yeux bandés. Je vais vous frapper. Mère Ahmed, on frappe irrégulièrement à la porte du temple. Qui frappe irrégulièrement à la porte du temple? C'est un profane qui demande à être reçu franc-maçon. Frère grand expert et vous, frère maître des cérémonies, introduisez ce profane. Debout, mes frères, glaive en main. Monsieur, vous allez bientôt recueillir le prix de votre fermeté. Frère grand expert et frère maître des cérémonies, conduisez le récipiendaire sur la 3e marche de l'Orient afin qu'il prête son obligation. Monsieur, étendez la main droite. Répétez avec moi mentalement l'obligation solennelle que je vais lire. C'est assez impressionnant. Les questions sont diverses. Elles ont pour vocation de savoir quel est votre degré de sincérité. Donc il y a des questions pièges qui vont se rapporter parfois à ce que vous avez dit lors des enquêtes 3 mois auparavant. C'est une procédure un peu inquisitoriale quand même, hein, il faut le reconnaître. C'est pas péjoratif que de dire ça, mais c'est vrai que les francs-maçons craignent d'être infiltrés. Ils le sont de toute manière, assez peu, mais ils le sont. Et une fois que vous avez passé toutes ces difficultés, vient l'initiation qui est une série d'épreuves physiques, intellectuelles, je n'ose pas dire spirituelles, puisque j'ai un petit peu de mal avec la spiritualité en franc-maçonnerie.
toutes les phrases du rituel sont dites par les officiers de la loge de manière très théâtrale. Par exemple, quand vous commencez votre initiation, le vénérable maître dit « frère ou sœur », ça dépend de la mixité ou de la masculinité de la loge, faites faire au profane son premier voyage et ramenez-le sain et sauf. Donc vous avez les yeux bandés, vous entendez ça, c'est quand même inquiétant. Au Grand Orient, il y a par exemple une partie du rituel qui consiste à un moment donné à allonger une personne avec une chemise blanche, tachée de rouge, qui est très semblable à du sang, une peinture rouge, comme si la personne était blessée, et il va découvrir une personne avec une épée plantée dans le ventre et pleine de sang. Et à ce moment-là, le vénérable maître dit, voilà ce qui menace les traîtres. Donc, ça peut effectivement dérouter. Mais ça ne vous a pas empêché de poursuivre le parcours qui a été le vôtre pendant 24 ans? Non, parce que ni de poursuivre l'initiation, parce qu'on vous pose quand même la question tout au long de l'initiation. Persistez-vous. Parce que ce qui est un petit peu pervers dans cette histoire, c'est qu'on vous pose cette question, et finalement vous y entrez de votre plein gré. Mais il y a quand même malgré tout quelque chose qui s'apparente à de la manipulation. Ces images qu'on vous fait voir, ce rituel qu'on vous fait subir, tout ça impressionne votre esprit, mais en même temps, vous y entrez de votre plein gré. Et on y entre également de notre plein gré, pourquoi? Parce que finalement on fait confiance à celui qui est notre parrain. Le parrain vous rassure quand même, dit les épreuves sont symboliques, vous fait comprendre qu'il y a bien sûr quelque chose d'important qui va se passer, mais que tout le monde étant passé par là, c'est pas très dangereux. Voilà. Merci. Donc, après avoir suivi, je pense, ces explications, vous êtes peut-être édifié, vous faites une idée. Donc, après avoir passé plus de 20 ans au sein donc, des loges maçonniques du droit humain, une émanation du Grand Orient, Serge Abad Gallardo, ancien donc, haut fonctionnaire, converti donc au catholicisme, comme je l'ai dit, avait livré son parcours au lecteur. On peut dire beaucoup de choses, on peut faire plusieurs émissions sur ces ouvrages. Voilà. Donc, pour conclure un peu avec l'histoire de Serge Abad Gallardo, qui est français d'origine espagnole, comme vous pouvez l'imaginer par son nom. Et nous allons donc parler effectivement du cheminement des loges africaines. Donc depuis la succession de Joseph Kabila, Faure Essoziza Yassibé, Ali Bongo et de Mahamat Idriss Déby, respectivement à la tête de la RDC pour Kabila, donc 17 janvier 2001 au 25 janvier 2019, et qui est d'ailleurs devenu sénateur à vie, je ne sais pas par quelle mesure, depuis le 15 mars 2019, c'est toujours la complaisance pour absoudre toutes les exactions, toutes les violations des droits de l'homme qu'il a pu commettre. Au Togo, par exemple, Yassibé, il est aux affaires depuis février 2005. Aujourd'hui, voici 17 ans. Alors, au Gabon, Ali Bongo a succédé à son père depuis août 2009. Voici bientôt 13 ans. Alors au Tchad, Mahamat Idriss Déby, il a succédé à son père en avril 2021. Voici donc 1 an et 2 mois, donc 14 mois. Donc nous ne cessons de dénoncer donc, cette gouvernance dynastique en Afrique, car celle-ci est source de conflits, de violations des droits de l'homme et de la pratique de la discrimination. Donc, le devoir fraternel des maçons, détourné de sa vocation première, devient justement le soutien de ces dynasties, car il est aussi le
le tiroir-caisse du clientélisme, des nostalgiques du monopartisme. Aujourd'hui, les francs-maçons en Afrique sont à l'origine, donc, comme je l'ai dit, des manipulations constitutionnelles et du règlement des successions présidentielles. Alors, la franc-maçonnerie aurait pu aider au développement, à la construction et non au pillage et à la destruction de l'Afrique. Nous savons très bien que sous l'administration coloniale française, les sociétés françaises ont suivi une logique de développement d'une économie de rente. On l'a vu, par exemple, au Congo et au Gabon, à partir de 1914, avec les sociétés concessionnaires comme la CFAO, c'est-à-dire la Compagnie française de l'Afrique occidentale, ou la SCKN, c'est-à-dire la Société congolaise du Kuluniari. Bon, ils ont développé leur logique. Cette logique de rente, aujourd'hui, continue. Plus de 60 ans après les indépendances nominales de ces anciens territoires français. Les compagnies françaises actuelles, exploitant les minerais, le pétrole et la forêt, continuent cette logique avec la complicité des dignitaires africains, membres du réseau des francs-maçons, qui délivrent des permis d'exploitation sans toujours vérifier les contreparties pour le développement et le progrès social de leur pays. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'extrême pauvreté gagne l'ensemble de ces pays qui n'arrivent pas à se développer malgré leur énorme potentialité. Les intérêts économiques, individuels, claniques ou des réseaux mafieux des francs-maçons empêchent la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels, tels que le droit à la santé, le droit au logement salubre, le droit au travail rémunérateur, le droit à l'éducation, la formation professionnelle qualifiante, sans oublier les infrastructures routières, le manque d'eau courante, manque de l'eau potable, manque d'électricité pour tous dans le pays, ou d'ailleurs, tous ces pays africains, le soleil brille presque tous les jours, et le cours d'eau ne tarisse jamais, et les pluies sont abondantes. On est incapable de faire des projets, des programmes de l'énergie propre, avec des panneaux solaires. Les francs-maçons ne sont que des descendants de Caïn. Par exemple, le mot qui est utilisé, il y a un mot de passe et un mot sacré au grade de maître. Ces deux mots sont Tubal-Caïn et Morabon. Tubal-Caïn, le mot du maître. Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. C'est le mot qu'on vous donne à l'oreille lorsqu'on vous relève de la mort figurée que vous venez de jouer, c'est une sorte de psychodrame, lors de l'assassinat d'Hiram, le modèle des francs-maçons. Donc vous devenez vous-même un nouvel Hiram. On n'est pas dans la résurrection, là, on est dans une sorte de réincarnation. Et on vous dit ce mot à l'oreille, Tubal-Caïn. Vous êtes donc, par filiation spirituelle, un descendant de Caïn. Et vous l'êtes d'autant plus que le deuxième mot est Moabon. Moabon en hébreu, en tout cas par son étymologie, je ne suis pas spécialiste, mais c'est en tout cas ce qui est dit par la franc-maçonnerie elle-même, signifie fils du père. Donc on vous donne deux mots qui permettent de se reconnaître entre maîtres, ou de faire valoir votre qualité de maître auprès des autres, Tubal-Caïn, Moabon. Vous êtes donc le fils spirituel du père Tubal-Caïn, lui-même descendant de Caïn. Vous êtes donc un descendant direct sur le plan spirituel de Caïn. Je pense qu'il y a de meilleures références. Alors, on pourra toujours dire que c'est mon interprétation personnelle, qu'elle est erronée. Mais un certain Jean-Baptiste Villermoz, qui a été le créateur du rite écossais rectifié, il y a de nombreux rites, on y viendra peut-être. Ce rite est un rite très important en franc-maçonnerie, il est très connu par les francs-maçons. Bien, Jean-Baptiste Villermoz a supprimé du grade de maître le mot de Tubal-Caïn au motif que c'est un mot satanique. Donc, ça n'est pas Serge Abad-Gallardo qui le dit, c'est Jean-Baptiste Villermoz, créateur au XIXe siècle du rite écossais rectifié. Donc, beaucoup de francs-maçons, parmi ceux qui sont les plus haut gradés,
savent très bien ce qu'il en est. Et ce sont tous les autres, la masse des francs-maçons, qui l'ignorent. Et on leur fait la même réponse que celle qu'on m'a faite. Lorsque j'ai entendu Tubalcain, j'ai été voir celui qui était mon parrain, qui à l'époque était officier de la loge, en lui posant la question de la signification de Tubalcain. Et il m'a répondu, ne t'inquiète pas, ça n'est rien, Tubalcain était un forgeron. Il ne m'a rien dit sur la lignée caïnite. C'est là où est le danger en franc-maçonnerie. Tout ce qui n'est pas écrit est important en franc-maçonnerie. Le précise d'ailleurs Golardo. Les francs-maçons donc égorgent ainsi de nombreux enfants qui meurent chaque minute par inanition ou incapables de nourrir la masse des populations vivant dans l'extrême pauvreté, avec parfois moins de 500 francs CFA par jour. Les francs-maçons bâtisseurs savent que la pauvreté n'est pas associée à la jouissance des droits de l'homme. La pauvreté est néfaste à la protection des droits de l'homme et constitue un déni des droits de l'homme et la négation du développement. La franc-maçonnerie en Afrique, parrainée, comme nous le disons, par les obédiences maçonniques françaises, est en train de détruire son message de lumière au profit d'un affairisme économique, mettant donc sous le coude les principes de la démocratie, de la bonne gouvernance et du respect des institutions. Alors, les vénérables grands maîtres œuvrent pour le maintien donc des dictatures. Les affaires personnelles triomphent par rapport à l'intérêt général. Les politiques d'endettement et de recours à des financements extérieurs sont valorisées pour mieux tenir les loges africaines. Comment ceux qui, depuis plusieurs siècles, ont été préoccupés sans cesse par le bien-être des citoyens, par le partage équitable des bienfaits qui découlent du développement économique et social, culturel et politique, le progrès des droits de l'homme et la bonne gouvernance, peuvent-ils aujourd'hui soutenir les francs-maçons africains qui encouragent la misère des populations? Peut-on réellement avoir une considération pour ces criminels délinquants mafieux attirés par la gouvernance dynastique et même la présidence à vie? L'Afrique rentre-t-elle dans ce siècle de lumière, elle qui n'était pas rentrée dans cet univers luciférien? Comment ne pas l'affirmer avec la liberté confisquée, le complot franco-africain, comme le mentionne d'ailleurs le titre du dernier ouvrage d'un journaliste politique ivoirien, Bernard Doza? Ce dernier a fait une révélation de taille. Tous les présidents africains sont des francs-maçons, ce que j'ai lu. Alors qu'on s'imaginait qu'un musulman pratiquant comme Macky Sall n'avait rien à voir avec ces cercles. Le journaliste écrivain affirme plutôt que la franc-maçonnerie est une réalité au Sénégal, incarnée par le chef d'État en personne. On comprend aussi facilement comment et pourquoi d'ailleurs Sassou Nguesso, le pire dictateur africain, a récemment reçu des mains de Macky Sall la plus haute distinction du Sénégal. Parce qu'on sait très bien que Macky Sall est aussi maçon, même s'il tente de se cacher, parce que sa religion le lui interdit. Donc celui du Sénégal, c'est le pire des francs-maçons. Ils sont tous du Grand Orient, comme Ouattara a-t-il soutenu donc dans son ouvrage au cours donc de son face à face avec ses confrères journalistes. Donc, la franc-maçonnerie résulte du lycée jusqu'à l'ascension au pouvoir. Il n'y a qu'un seul chef d'État qui n'a pas été initié dans ce domaine. Je dis, il n'y a pas un seul chef d'État qui ne soit pas initié dans ce domaine. Les francs-maçons trahissent les intérêts de nos pays respectifs.
Voilà donc le journaliste ivoirien a dit, au cours donc de sa conférence de presse, que la franc-maçonnerie résulte du lycée jusqu'à la cession au pouvoir. Et il n'y a pas un seul chef d'État qui n'a pas été initié dans ce domaine. Les francs-maçons trahissent les intérêts de nos pays respectifs, a en outre expliqué le journaliste ivoirien Douza, qui précise que le nom de son livre, donc Liberté confisquée, n'est pas choisi au hasard, et précise par ailleurs que tant qu'il y aura un franc-maçon à la tête d'un pays, il y aura la présence des bases militaires françaises. C'est pourquoi, déduit-il, il n'y a pas d'indépendance, surtout en Afrique francophone. C'est la France qui, à travers son armée, continue de diriger nos pays. L'hégémonie française persiste. Voilà, fin de citation, ce que le journaliste Douza a dit. Donc, après donc la mort d'Omar Bongo, son fils Ali Bongo a été initié en mondovision. Fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint. L'archipel de l'univers met des marbres de Constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la Grande Loge du Gabon. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le code Michel rappellera à tous, le temps nous rappellera que nous sommes tous jugés en haut. Moi, Salomon, que dans la franc-maçonnerie, rejoignant le cercle où trônent les grands maîtres, Sassou Nguesso, Idriss Déby, ils ont rapidement introduit le nouveau chef d'État, centrafricain Touadéra, et même son concurrent, Dogélé. Vous suivez d'ailleurs l'image de Omar Bongo. Je vous fais passer donc l'image d'Omar Bongo, le fils d'Ali, après. Je vous fais passer d'abord l'image de l'initiation d'Ali Bongo, comme je l'ai dit. Je vous fais passer donc après la mort d'Omar Bongo, son fils Ali Bongo a été initié en mondiovision dans la franc-maçonnerie, rejoignant le cercle où trônent les grands maîtres, et comme Sassou Nguesso, Idriss Déby, qui nous a quittés. Et donc, vous suivez l'image. Ils ont donc rapidement aussi introduit le nouveau chef d'État centrafricain Touadéra, et même son concurrent Dogélé. Faure Gnassingbé aussi a fait son entrée. Paul Biya, quant à lui, il est partout. Et après avoir été initié dans la franc-maçonnerie, il a bifurqué dans la Rose-Croix grâce à son conseiller grand maître Raymond Bernard. Puis la Kabbale, où il a été initié par le rabbin Léon Eskenazi, sans oublier qu'il s'est fait aussi initier à la magie noire pour avoir une pleine santé pour sa vie. D'ailleurs, il passe son temps
à Genève pour bénéficier des meilleurs soins. La plupart donc des grandes loges dites régulières des pays d'Afrique francophone sont affiliées, comme je l'ai dit, à la Grande Loge nationale française et ont connu un essor remarquable à partir donc des années 70 et sont souvent réputés très investis par les milieux politiques et nombre de présidents, notamment en Afrique centrale, en sont ainsi membres quand ils ne sont pas des grands maîtres des loges nationales, comme je l'ai dit. Donc, aujourd'hui, je dirais, il y a Bozizé aussi été initié. Bon, Sassou lui-même, il avait été initié au Sénégal en 1996. Et Sassou Nguesso, à son tour, avait initié le président tchadien Idriss Déby. Donc, la Grande Loge nationale française a aussi consacré des grandes loges en Côte d'Ivoire, à partir de 1989, au Togo en 1992, au Sénégal en 1993, au Bénin en 1995, à Madagascar en 1996, en Guinée en 1999, au Mali en 1999, à Djibouti en 2000 et au Cameroun en 2001, au Congo-Brazzaville. Vous savez bien, il n'y a pas longtemps, en 2005 ou 2006. Alors qu'on fait croire que les frères maçons ne s'entretuent pas dans les palais présidentiels africains. Cool. Des ruisseaux de sang. Et le tout accompagné des violentes sodomies. La majorité des personnes qui gouvernent appartiennent donc à la franc-maçonnerie et sont parfois même à des branches qualifiées des idéologies de penseurs. Les gens de la pensée des Lumières ne sont que des partisans des intérêts particuliers des dignitaires de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, la fraternité des affaires, de l'impunité et de la conservation du pouvoir par la terreur et la dictature constitue une atteinte aux droits des peuples africains de disposer d'eux-mêmes. Comme je l'ai dit, le peuple a le droit de choisir librement ses dirigeants, de jouir d'une pleine liberté et de vivre dignement dans une société démocratique et non secrète et criminelle. Les dirigeants devenus milliardaires sont encouragés par les milieux maçonniques étrangers, notamment français, dans l'art de spolier les peuples d'Afrique, parce qu'ils leur reversent des dividendes, en violation d'ailleurs le principe d'humanité suivant: nul homme ne soit assez riche pour en acheter un autre, et nul assez pauvre pour devoir se vendre au premier. Les dictateurs et spolieurs francs-maçons devront donc rendre les comptes tôt ou tard aux Africains étouffés à cause de la non-réalisation de leur droit d'exister en tant que citoyens libres et dignes dans une société démocratique. L'article 1er commun aux deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, socioculturels stipule d'ailleurs que tous les peuples ont droit de disposer d'eux-mêmes. Donc en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Donc tout ça, ça a été violé. Ça a été violé à tel point que, aujourd'hui, cette histoire complexe et souvent douloureuse que celle de la franc-maçonnerie en terre négro-africaine, pour ne pas dire noire-africaine, elle est triste. C'est une histoire triste, infiltrée par les réseaux affairistes inféodés aux dictatures en place. La franc-maçonnerie qui prône également l'idéal de la fraternité, a bien du mal à faire entendre sa voix. Est-ce qu'il y a même une voix de la franc-maçonnerie d'origine, comme on dit? Les francs-maçons d'Afrique francophone sont aujourd'hui rassemblés au sein de la conférence des puissances maçonniques africaines et malgaches, la CPMAM, donc créée à Douala en 1979 et qui opère comme une
entente entre différentes obédiences. Et d'ailleurs, cela ne nous surprend pas que Emmanuel Macron fasse un tour à Yaoundé au Cameroun, peut-être pour consolider les positions de la franc-maçonnerie. Cette conférence maçonnique africaine et malgache regroupe ainsi en 2015 une centaine de loges reparties dans une dizaine d'obédiences implantées dans les pays allant du Maroc à Madagascar. La conférence des puissances maçonniques africaines et malgaches est dominée par le Grand Orient de France. Elle organise chaque année, depuis 1992, dans une capitale différente, des rencontres humanistes, fraternelles d'Afrique francophone et de Madagascar. Rassemblement créé à l'initiative d'ailleurs de la Grande Loge de France. Et la Grande Loge nationale française ne participe pas à ces rencontres. Aujourd'hui, on a même une nausée de voir comment la France détourne sa coopération, la France-Afrique. Voici même cette même France pro-franc-maçonne qui vole les suffrages de la liberté et la prospérité des Africains, enchaînés par les dictateurs liés aux loges françaises, agit. La franc-maçonnerie a une influence. Les loges, en particulier aux droits humains, mais ça arrive également au Grand Orient, ont un sujet de société par an. Ce sujet de société est débattu par les loges, donne lieu à une synthèse au niveau national. Et cette synthèse est transmise au gouvernement et au président de la République. Donc ces élus ont le point de vue de la maçonnerie. Et puis par ailleurs, et surtout, il y a ce qu'on appelle la fraternelle parlementaire. Quand vous avez 40 personnes qui, elles, chacune, dans leur cercle d'influence ou de connaissances, va pouvoir parler d'un thème à 20 ou 30 personnes, ça se multiplie. Alors ça, c'est un des moyens, je dirais, de dispersion de l'idéal maçonnique. La fraternelle parlementaire est composée de francs-maçons élus ou de la haute administration nationale. On estime, là encore, je ne l'invente pas, ce sont des chiffres officiels qui reposent sur des sources que je possède, on estime le nombre de membres de la fraternelle parlementaire à 400. Sur ces 400, il y a 250 à 300 élus, les autres étant hauts fonctionnaires. Donc nous avons 300 députés, sénateurs qui sont francs-maçons, c'est-à-dire à peu près un tiers du total des deux assemblées. Et je ne parle pas de ceux qui sont francs-maçons dans ces assemblées et qui n'appartiennent pas à la fraternelle. C'est un président de fraternelle parlementaire qui s'est exprimé un jour, et j'ai cet article, en disant « Si je joue bien mon rôle de président, eh bien, les francs-maçons de droite comme de gauche, appartenant aux deux assemblées, voteront comme un seul homme. » Sur les lois sociétales, étant précisé. Ce qui explique, par exemple, le vote sur le mariage pour tous. Fred Zeller, qui a été grand maître du Grand Orient, qui a été d'ailleurs le secrétaire de Trotsky, ce qui donne une idée du personnage, qui indique que les francs-maçons élus sont là, dans les deux assemblées, pour porter l'idéal maçonnique, avant tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous avez toujours une influence politique?
Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, c'est génial. C'est génie. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Il y a également Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui est à l'origine de l'avortement. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. En tout cas des lois sur l'avortement, et qui explique que toutes les lois, j'ai la citation en ma possession, que toutes les lois que nous avons en France sur ces sujets-là sont d'abord travaillées et mûries en loge. Le terme de mûrir, c'est lui qui l'emploie. On mûrit les lois en loge. J'ai personnellement, dans le deuxième livre que je viens de faire publier, donné la preuve qu'il y a eu une tentative de modification de la loi Leonetti dernièrement, dans laquelle on retrouve des termes identiques dans l'actuel code de la santé publique et dans les planches maçonniques, dans les courriers également que la Grande Loge féminine de France a envoyés au gouvernement. Donc ce n'est pas par hasard. Ces termes sont sédation profonde et sédation en phase terminale. Les maçons me font parfois le procès d'un anti-maçonnisme primaire, pas du tout. Moi, je ne veux pas de mal aux francs-maçons, au contraire. J'aimerais bien qu'ils voient la lumière du Christ. Mais force est de constater que les loges maçonniques sont à l'origine des lois françaises. Je ne suis pas certain que ce soit une preuve de démocratie. Sur cet équerre, emblème de la conscience, de la rectitude et du droit, sur ce livre de la Constitution qui sera désormais ma loi, je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre, pouvant intéresser l'ordre, à moins que j'en ai reçu l'autorisation. Tout ça se situe entre les lignes et nécessite une étude approfondie. Si je dis aujourd'hui aux francs-maçons, et je le dis dans mes conférences, faites attention, Tubal Caïn, réfléchissez. Ça a une signification symbolique profonde et ça doit être étudié. Bien peu bien peu confondre le symbolique et le théorique. Or, le symbolisme n'est pas de la théorie. Le symbolisme est une manière opérationnelle d'intervenir dans l'esprit humain. On aura une antinomie avec la foi catholique. À propos de symboles dont la franc-maçonnerie regorge, il y a les symboles vestimentaires. Serge Abad Gallardeau a conservé quelques éléments qui étaient en sa possession. Voilà, donc vous avez donc une paire de gants maçonniques. On distingue leur qualité maçonnique par le fait qu'il y ait en broderie une équerre et un compas. Et ce sont les gants que tous les francs-maçons portent en tenue. Ce port de gants est obligatoire. Et il a une signification symbolique, bien entendu. Il signifie la pureté des intentions. En tout cas, c'est ce qu'on explique aux jeunes apprentis à qui on les offre dès qu'il est initié. Là, c'est un tablier d'apprenti. Alors, il est porté de cette manière-là lorsque la personne vient de recevoir l'initiation. On lui accroche ce tablier autour de la taille. Nous voyons également sur ce tablier deux lettres, les M, 3 points, B, 3 points. C'est une écriture maçonnique. Et nous avons donc ici les initiales de Moabon. Fils du père, donc relié à Tubal Caïn, signifie que le maître franc-maçon est dans la lignée directe de Caïn, est un descendant spirituel de Caïn. Ce tablier est complété par ce qu'on appelle un baudrier, qui rappelle le port de l'épée par les chevaliers. La franc-maçonnerie, notamment au rite écossais ancien et accepté, est très liée à la chevalerie templière.
avec toujours l'équerre et le compas, et qui signifie selon les obédiences, génération, gravitation, gnose, God, etc. C'est une histoire à rebondissement. Je suis dans ma voiture, je reviens d'une réunion, il y a un embouteillage, j'allume la radio, puis je cherche par recherche automatique une radio. Je tombe sur RCF Pays d'Aude, radio catholique. Et cette radio diffuse, comme toutes les radios catholiques, le rosaire de Lourdes à 15h30, chaque jour. Et je tombe sur cette rediffusion, sur cette diffusion même, puisque c'est en direct. Je n'avais jamais entendu la prière du rosaire, je ne savais même pas que ça existait. Le sentiment dont je me souviens à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, je crois que ça peut être comparable à quelqu'un qui était sourd de naissance, qui retrouve l'ouïe par miracle et à qui on fait entendre le requiem de Mozart. Voilà. Quelque chose de magnifique dont on ne peut même pas expliquer la beauté. J'ai été saisi en plein cœur par cette prière, au point que j'ai retrouvé un rosaire qu'on m'avait offert à ma communion et qui était au fond d'un tiroir. Ça n'est pas un hasard si ce rosaire était conservé, bien que j'ai cherché plusieurs fois à m'en débarrasser, il m'est toujours revenu dans les mains. Le Seigneur ne voulait pas que je m'en débarrasse. Je l'ai offert à plusieurs personnes qui croyaient et qui me l'ont rendu. Et donc j'ai appris la prière du rosaire. Et j'étais à Lourdes. Et donc à Lourdes, me voilà devant la grotte, devant Marie, à prier le rosaire. Et à la fin de la prière, je range mes affaires, je m'apprête à partir. Au moment où je décide de partir, je tombe par terre. Et je tombe comme si mes jambes étaient paralysées. Je n'ai plus de jambes. Des gens s'approchent de moi. Je suis dans un état, d'abord de stupéfaction, parce que je ne m'y attendais pas. Il y a une notion de crainte quand même. Je suis un peu terrifié. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quand même inquiétant quand vous tombez par terre comme ça. Puis en même temps, je regarde la Vierge. J'ai pas une apparition de la Vierge à ce moment-là, mais la statue est lumineuse. Je comprends absolument rien à ce qui se passe. Des gens viennent me relever en soupçonnant et en me le disant que je viens à Lourdes parce que j'ai des problèmes de genoux. À ce moment-là, dans ma tête, j'ai presque envie de les insulter parce que je me dis, je cours 2 fois 10 km par semaine, je suis en pleine forme. Il y a quelque chose d'anormal. Au bout d'un instant que je ne saurais mesurer, mais qui a duré un certain temps quand même, on arrive à me relever parce que mes jambes ne me portaient plus. On me relevait, je retombais, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas marcher. Et puis là, je rentre. Ma veste est déchirée, mon épouse s'inquiète à l'hôtel, me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je n'ose pas lui dire, je lui raconte que je suis tombé, j'ai glissé. À tel point je vais voir mon médecin, à qui je demande des analyses en lui expliquant que je suis tombé au sol. Bien sûr je ne lui parle pas de Lourdes parce que j'ai peur qu'elle fasse un diagnostic de délire mystique. Et donc je dis besoin d'analyse parce que j'ai peut-être quelque chose du type sclérose en plaques, cancer, que sais-je, quelque chose de grave. Et donc les analyses reviennent sans problème. Et le médecin, là, à ce moment-là, je dis, mais j'étais à Lourdes, je suis tombé par terre. Et le médecin me dit, mais écoutez, non, je comprends pas, je vois pas. Et là, je lui dis le mot fatidique, mais peut-être que j'ai un problème psychologique de délire. Et elle me dit, écoutez, je suis votre médecin personnel depuis, enfin, en tout cas, attitré depuis 10 ans, vous êtes parfaitement équilibré, je vois pas chez vous de traces de psychose ou de névrose. Et, bon, là-dessus, finalement, je me dis, il se passe quelque chose de l'ordre surnaturel, il y a quelque chose qu'on ne m'explique pas, là. Et je vais m'enquérir auprès d'un prêtre. Le plus étrange, c'est que ça n'était pas que physique, ça s'est accompagné d'un sentiment d'évidence de l'amour du Christ et de l'amour de Marie. J'ai du mal à l'expliquer. Amour, je dirais, bilatéral. C'est-à-dire, de mon côté, j'ai aimé Marie, j'ai aimé le Christ, comme on aime la première fois qu'on aime lorsqu'on est amoureux à 15 ans. Et en même temps, j'ai senti que cet amour était bien plus grand de leur côté et qu'il me revenait en retour. Et que même il me revenait, je veux dire, il venait en priorité, d'abord. Et c'est ce qui m'a poussé à faire une retraite dans une abbaye. Voilà pourquoi je me suis retrouvé devant les portes de l'abbaye de la Grâce. Ça a été très étrange. Et qu'on m'avait réservé pour cette semaine de retraite, j'ai vu un Christ en croix et je me suis mis à pleurer. Je suis quelqu'un qui ne pleure pas.
Vous savez, les gens qui sont d'origine andalouse sont très fiers. Et mon père m'a toujours éduqué en m'apprenant qu'un homme, ça ne pleure pas. Et je ne sais pas pleurer. Eh bien là, je peux vous assurer que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Voilà. C'est l'histoire de mon retour à la foi. Bien sûr, après, il s'est passé beaucoup de choses. Mais tout ça a été quelque chose de... Voilà. J'ai compris que la divinité maçonnique, le naturalisme divin de la franc-maçonnerie n'était qu'un concept, une idée philosophique. Et que Dieu était une expérience, au contraire de cela. Le Dieu des catholiques, le véritable Dieu, est une expérience personnelle. Et il nous aime. Et je me suis aperçu finalement, non pas par mon propre raisonnement, mais par la grâce de Dieu. C'est aussi simple que ça. Que finalement cette lumière maçonnique, c'est une petite ampoule, à côté de l'explosion nucléaire qu'était l'amour du Christ. Donc effectivement, oui, je suis soigné, je suis réparé, je suis sauvé, probablement. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Dieu nous donne la possibilité de répondre à son appel. Et nous pouvons faire comme le mendiant au coin de la rue, à qui on va donner un billet. Si nous gardons le poing fermé, on ne prendra jamais ce billet. Et Dieu agit comme ça avec nous. Aujourd'hui, oui, j'ai la main ouverte. Et je crois surtout que je vis un amour extraordinaire, qui ne peut pas s'expliquer. Là est la ressemblance avec le secret maçonnique. Mais ça n'est qu'une ressemblance formelle, parce que le franc-maçon croit qu'il est en marche vers la découverte de son propre secret, mais en franc-maçonnerie, on n'est pas en psychanalyse. On cherche une vérité, sa propre vérité, mais on ne trouve que soi-même. Et soi-même, nous sommes très pauvres sans le Christ. Nous ne sommes rien. Aujourd'hui, j'imagine que pour rien au monde, vous ne reviendriez en arrière. Ah non, non, non. Je ne changerai pas le mode de vie sur le plan matériel que j'avais auparavant avec celui que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas difficile, mais qui est plutôt modeste, si je devais y laisser la spiritualité que j'ai trouvée en Christ. Pour rien au monde. À choisir, je préférerais devenir mendiant dans l'amour du Christ que riche ou aisé financièrement dans l'éloignement du Christ. Pour moi, la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Il y a le monde et il y a Dieu. Il y a Mammon et il y a Dieu. Et j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Il est clair. Et j'espère qu'il est irréversible. En tout cas, pour ma part, je le pense irréversible. Et j'imagine bien que de la part du Christ, Dieu étant fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Il est tout le temps là. Il m'aide. Je traverse des difficultés terribles, terribles. Mais je tombe et il me relève. Et Marie est là aussi. Alors c'est difficile à expliquer, difficile à exprimer. Mais c'est une réalité presque sensible. Alors j'imagine bien que les francs-maçons qui pourraient regarder cette émission seraient très dubitatifs. Alors je les invite à deux choses. D'abord lire un livre récent, je ne parle pas de mes livres, vous voyez, je ne fais pas de publicité sur mes livres. Un livre extraordinaire que vient d'écrire le cardinal Sarah, qui s'appelle La force du silence. Lire ce livre, et ensuite aller en adoration devant le Saint-Sacrement. Et s'ils ne se convertissent pas, qu'ils n'abandonnent pas la franc-maçonnerie, c'est qu'ils ont fermé leur cœur. Merci Serge pour toutes ces conférences. Merci à vous. Merci. Avant de vous faire état des différents membres influents de la France qui font partie de ces loges, je voulais vous préciser ce qu'avait dit Sarkozy à l'époque. Il s'agit pour ceux qui sont encore en vie d'ailleurs, je veux les évoquer. Mais je vais revenir sur ce que Nicolas Sarkozy avait dit, il a voulu apporter une réponse mondiale à la crise mondiale en son temps, en déclarant, je cite, « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne ne pourra s'y opposer car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que le conservatisme et les immobilismes. » Donc, à son côté,
à côté donc de son activisme pour Macron, à côté donc de son activisme pour franc-maçon, il faut mentionner d'autres personnalités françaises qui influencent le cours de l'histoire ou encore font régresser le développement de l'Afrique, violant ainsi donc la souveraineté des peuples africains. Ainsi pêle-mêle, je cite Alain Brouwer, Anne-Marie Escoffier, Alain Vidalis, Christophe Chantepi, Christiane Taubira, François Rebsamen, Frédéric Cuvillier, Gérard Collomb, Jean-Michel Baillet, Jean-Yves Le Drian, membre d'ailleurs du Grand Orient de longue date, Jérôme Cahuzac, le véritable menteur qui a fait une fraude fiscale, Victorin Lurel, Vincent Payan, Jean-Pierre Bell, Manuel Valls, qui a été initié au Grand Orient de France dans les années fin 80, Jean-Pierre Sueur, Claude Demézel, Michel André, vice-président de la fraternelle parlementaire et membre de la secte maçonnique du droit humain, Robert Navarro, Jacques Lang, Brigitte Bourguignon, qui était entre-temps ministre de la Santé, qui a perdu les élections législatives de juin dernier en France. Certains donc de ces membres, d'ailleurs comme ceux de la dernière assemblée, ont reçu mon ouvrage. Ils n'ont même pas, pour la plupart, daigné me répondre, ne fût-ce que par un merci pour les avoir fait tenir ce précieux document pour comprendre les ravages de leur politique en Afrique et particulièrement au Congo, où ils soutiennent le dictateur Sassou, qu'ils portent donc à bout de bras. Et Michel Sapin, membre du Grand Orient, donc je continue la liste, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. Donc parmi les membres, les dignitaires qui sont dans les loges, il y a Michel Sapin, on le connaît très bien, ses rapports aussi avec Sassou Nguesso, Najat Vallaud Belkacem, Alem Désir, Jean Le Garreg, qui sont tous au Grand Orient de France. Et il y a aussi les francs-maçons à l'Assemblée nationale et les collectivités locales, ils sont tellement nombreux. C'est difficile de citer tout le monde, mais je vais m'arrêter sur Jean-Marie Cambacérès, du Parti Socialiste, Jean Galvani, Philippe Fourier, Jean-Jacques Kéran, Philippe Guglielmi, Paul Jacobi, Patrick Menucci, Odile Soguès, Olivier Dussopt, Pascal Terrasse, Pascal Grosjean, Christian Bataille et sans oublier Jean-Luc Mélenchon, que vous avez suivi au début et que vous allez maintenant suivre en intégralité. Après s'être longtemps refusé à tout commentaire, le candidat du Front de gauche donc à la présidentielle et donc l'insoumis avait confirmé début 2012 qu'il était bien entré en franc-maçonnerie dès 1983. Donc l'ancien trotskiste explique cette initiative à la loge Roger Leray du Grand Orient de France par son attachement aux idéaux républicains. Donc suivez d'ailleurs le commentaire qu'il fait lui-même quand il parle de la religion des maçons. Ce stoïcien appartient au courant des Lumières. Si, mais j'ai une question de Christiane dans l'Ardèche, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon, je vais bien y répondre. Pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit, je suis franc-maçon. Non, moi je n'ai rien dit, monsieur Bourdin. Je suis un homme discret et je ne veux pas
que mes opinions philosophiques ou religieuses soient mises sur la table, car un élu doit représenter tout le monde. Maintenant, la question qui est posée sur la franc-maçonnerie, mais je ne veux pas parler de mes convictions philosophiques ou religieuses personnelles. Un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les instruments. Pourquoi ne pas le dire? Mais attendez, mais je n'ai pas de... Pourquoi? Vous êtes juif, vous, monsieur Bourdin? Non. Bon, eh ben, vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, monsieur Bourdin? C'est pas une... Eh bien, la maçonnerie est pour certains pour vous une philosophie. C'est une religion, une sorte de religion familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Et que va-t-on déduire de tout ça? Ce que je voudrais dire maintenant, c'est la chose suivante. Ne perdez pas de vue ce que ce courant a représenté dans l'histoire des idées et de la fraternité, de la liberté et de l'égalité dans notre pays. Voyez-vous, c'est le courant des Lumières, c'est lui qui a lutté contre l'obscurantisme. Monsieur, chaque fois que vous chantez la Marseillaise, le chant de notre patrie républicaine, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Si vous chantez l'Internationale, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Lorsque vous aimez la Commune de Paris, si vous êtes de gauche, vous devez vous souvenir que la moitié du Conseil des communards de Paris était franc-maçon et que tout le monde a été fusillé. Vous devez vous rappeler que les nazis ont ramassé le fichier des francs-maçons et déporté tout le monde. Et vous devez vous souvenir que ces gens ont tout au long de l'histoire pâti pour leurs idées. Alors, qu'il y ait des faiblesses humaines, il y a dans tout groupe humain des faiblesses humaines. Certaines sont hautement condamnables. Mais cela ne justifie pas qu'on en parle de manière aussi injurieuse, ou que l'on aille faire de l'inquisition pour savoir qui est quoi. Respectons-nous les uns et les autres en respectant la vie privée de chacun d'entre nous. Je suis un homme qui a une activité publique, mais je suis un homme privé. Ma conviction privée, je le dis, je suis stoïcien. J'appartiens au courant des Lumières. Et maintenant, ceux de nos auditeurs qui veulent savoir de quoi tout ça retourne, courent à leur dictionnaire. Et alors, En tout cas, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Je sais que nous avons été longs, mais c'est bien. Et le débat maintenant peut s'ouvrir au niveau des Congolais qui interprètent très mal les problèmes de maçons. Merci. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé.
sans-voix, télévision, forum, l'expression des sans-voix, radio, forum, FM, y a la vérité, télévision, forum, c'est le droit de l'homme. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former en route pour l'état de droit. Avec Maître Massimo Tiassi. Radio Forum FM, y a la vérité, télévision, forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix, télévision, forum, l'expression des sans-voix, radio, forum, FM, y a la vérité, télévision, forum, c'est le droit de l'homme.
belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père, de la fille de son père. Écoutez ça.